Salut les amis, bienvenue à Avenir Computer Repair School. Alors nous allons continuer cette deuxième partie des vidéos sur la carte mère de la HP ProBook 440 G1. Je vous ai dit, nous allons décortiquer tous les points importants de cette carte mère. Alors si vous n'avez pas vu la première vidéo, je mettrai son lien dans la description pour que vous puissiez aller regarder cette vidéo là. Alors on continue après le générique. Ok les amis, nous allons continuer cette deuxième partie et cette fois-ci nous allons parler du processeur. Alors dans la première partie de cette série de vidéos sur la HP ProBook, la carte mère HP ProBook 440G1, nous avions parlé de la RAM. Ça, je vous rappelle juste ce que nous avions fait dans la première partie. Alors, dans cette deuxième partie, nous allons parler du processeur. Alors, au niveau du processeur, qu'est-ce qui se passe là-bas? Quelles sont les tensions qui doivent alimenter le processeur? Quelles sont les communications du processeur? Et avec quels composants le processeur communique? Également, nous allons voir quels sont les différents départements que le processeur gère. Donc, quelles sont les différentes relations qu'il y a entre le processeur et d'autres composants. Et nous pourrons parler également des différentes pannes qui peuvent arriver dans cette zone-là. Allez, sans plus tarder, on va commencer. Alors les amis, le processeur est exactement comme le cœur humain. Vous voyez, donc, il est au centre de plusieurs activités au niveau de la carte mère. Donc nous allons voir les éléments qui sont importants à ce niveau. Le processeur a besoin premièrement d'être alimenté. Donc tous les éléments, toutes les tensions que vous voyez entrent à l'intérieur de ce processeur. Le processeur de la HP ProBook 440 G1. Donc, je vous rappelle que je suis en train de parler ici de la carte mère de la HP 440 ProBook 440 G1. Donc, son processeur qui est en BDA, il faut le rappeler. Le processeur en BDA, ça veut dire qu'il est fixé sur la carte mère. Et grâce à plusieurs petits pins qui sont juste en dessous. Donc, nous avons donc comme ça déjà affaire aux 4e génération d'ordinateurs en montant. C'est à partir de la 4e génération qu'on a vu la naissance des processeurs en BDA. Maintenant, comme tout matériel ou tout composant, il a besoin d'être alimenté. Ce que vous devez savoir, c'est que ce processeur, le processeur de cette carte, a 3 tensions qu'il alimente. Il a 3 tensions qu'il alimente. Nous avons la 1.35 volts avec 1.4 ampères. Nous avons la 1.7 volts, ça c'est la tension phare de ce processeur, avec 32 ampères. Vous voyez, ça consomme vraiment beaucoup le processeur. Et je vous rappelle qu'il est le dernier élément à se lancer sur la carte mère. C'est le dernier élément. Et c'est le processeur qui consomme le plus en intensité sur la carte mère. Ce processeur a également besoin de 1.05 volts pour l'alimenter. Donc voilà les 3 tensions qui vont devoir alimenter ce processeur. Donc au niveau du processeur, ce que vous devez savoir,
Parmi les tensions d'alimentation du processeur, il y a une qui est vraiment très capitale. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas importantes, elles sont importantes. La preuve, c'est que si elles ne sont pas présentes, le processeur ne va pas fonctionner. Voilà. Donc, l'une des tensions phares qui va donc alimenter le processeur sera la tension VCC-Core. La VCC-Core. Et cette tension, ici, dans ce cas-ci, dans le cas de cette carte mère, est de 1,7 volts. Alors, il y a donc une puce qui va se charger d'alimenter, de pouvoir alimenter cette partie-là. Voilà, je vous montre directement la puce en question. Ici, dans le cas de cette carte mère, c'est le PU7. Donc, c'est ça ici. Le PU7. Donc, c'est dans cette puce qui va être chargée de pouvoir alimenter, du moins, elle va transformer la 19 volts la 19 volts ou la 5 volts dans certains cas. Ici, dans le cas de cette carte mère, elle va transformer la 5 volts qui alimente cette puce en 1,7 volts qui va donc alimenter le processeur. Et cette puce va donc manipuler également deux MOSFET, des double MOSFET, pour pouvoir faire sortir cette tension. Évidemment, avant de faire ce travail, cette puce-là va devoir vérifier premièrement au niveau du processeur. Elle va recueillir certaines informations au niveau du processeur. Donc, au niveau de ce processeur, la puce va recueillir certaines informations parce qu'à l'intérieur de ce processeur, il y a une petite puce qui regorge de plusieurs informations qui permettent d'identifier le processeur en question et voir également la tension dont elle a besoin, voir également le fabricant de ce processeur, voir également des informations concernant la température qu'elle peut porter ou qu'elle peut supporter. Tout cela est à l'intérieur de cette puce. Donc, la puce qui va donc se charger d'alimenter ce processeur va donc recueillir ces informations-là. Et avec ces informations, elle pourra savoir donc comment est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir alimenter ce processeur en 1,7 volts. Alors, tout sur le fonctionnement de cette puce et tous les problèmes également qui sont liés à cette zone-là, nous l'expliquons dans nos cours, dans nos formations en détail. Nous entrons en détail et en profondeur là-dessus pour que vous puissiez savoir à quel moment c'est la zone du processeur qui est concernée. À quel moment on peut déjà savoir qu'il y a un problème dans cette zone et comment diagnostiquer la zone du processeur. Tout cela, nous parlons de ça en profondeur dans nos formations. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter au travers de notre numéro WhatsApp que je vais laisser dans la description. Voilà, on continue. Toujours au niveau de cette puce qui doit alimenter, se charger d'alimenter le processeur à 1,7 volts. Sachez que nous avons la partie activation. On a une partie activation parce que sans l'activation de cette puce, sachez que la puce ne pourra pas fonctionner. Donc les puces n'ont pas seulement besoin d'alimentation, elles ont également besoin d'activation. Alors qui va se charger d'activer cette puce? Nous aurons la puce iOS. La puce iOS va activer cette puce. Nous aurons également la puce, le processeur. À l'intérieur du processeur, nous avons également un petit département qui va se charger de donner l'activation à cette puce de pouvoir faire son travail. Donc, on a deux éléments qui sont importants pour l'activation de cette puce. D'un côté, nous avons ici la puce iOS. Je vous ai dit, le fabricant de cette puce, c'est Ene, comme vous pouvez le voir là. Donc, c'est Ene. Pour les fabricants de puces iOS, il y en a 5 grands en tout. On a Ene, on a ITE, on a Novoton, on a SMSC, on a Lenovo. Donc, voilà les 5 grands fabricants de puces iOS. Donc, c'est ces 5 grands fabricants. Ici, dans notre cas, ici, c'est Ene qui fabrique donc cette puce iOS.
Voilà, donc comme je vous le disais, la puce qui va donc se charger de produire la tension de 1.7 volts ici, parce qu'en réalité, le processeur n'a pas besoin d'une grosse tension pour fonctionner. Il a besoin d'une petite tension et voilà pourquoi on a besoin d'un convertisseur qui va donc convertir la 5 volts en 1.7 volts. Et ce convertisseur-là a besoin lui aussi également d'être alimenté, mais également d'être activé. Qui va donc l'activer ici? Ce sont ces deux composants. Et comment faire pour connaître qu'il y a un souci dans cette zone? Je vous l'ai déjà dit, vous nous contactez pour avoir d'amples informations sur notre formation approfondie. Voilà, nous allons continuer avec cette partie. Voilà, comme je vous l'ai dit, le processeur a besoin de plusieurs éléments, mais également pour l'alimenter. Et une fois que le processeur est alimenté, évidemment, il va se mettre à fonctionner. Donc, une fois qu'il aura reçu cette tension-ci, ces trois tensions, cette autre tension, c'est à peu près avec presque 4 volts, 4 ampères, du moins 1.05 volts, c'est à peu près 4 ampères qui entre aussi également là. Donc, une fois que le processeur aura reçu toute cette tension, évidemment, il va se mettre à fonctionner. Et là, il va communiquer avec le PCH. Communiquer avec le PCH. Je vous rappelle que cette communication est très importante pour permettre à l'ordinateur d'exécuter toutes les tâches dont l'utilisateur aura besoin. Nous aurons également la communication avec la graphique et le port PCI Express. Donc, ce qu'il faut déjà savoir, c'est que dans ce processeur, à partir des 4e générations en montant, les processeurs ont la graphique intégrée à l'intérieur. Donc, voilà pourquoi vous verrez généralement une partie du processeur qui travaille avec la graphique, évidemment, pour l'affichage. Voilà. Nous avons également une communication avec le port HDMI. Donc, c'est le processeur, ici, dans ce cas-ci, qui communique avec le port HDMI. Et dans le but, évidemment, de faire sortir les images. Nous avons également un département qui gère la température à l'intérieur du processeur. Je vous ai dit que tout sur cette carte mère, la température est importante sur les composants de la carte mère. Alors, il y a toujours un système de contrôle de la température, ça permet d'éviter les hausses brusques de température et de préserver des dommages, d'éviter des dommages sur la carte mère, sur les composants de la carte mère. Vous savez, s'il n'y a pas ce contrôle, évidemment, certains composants vont chauffer à l'excès, se brûler, et vous voyez, ça peut causer tellement de dégâts. Voilà pourquoi il y a un système de contrôle. Donc, il y a également un département qui se charge d'évaluer la température du processeur pour voir si elle est normale ou bien s'il y a un problème. Sachez que nous avons également une communication entre le processeur et la RAM. Et cette communication est vraiment très importante. Sans cette communication, vous ne pourrez pas avoir l'affichage. Alors nous revenons évidemment dessus dans nos formations en profondeur en vous expliquant quels sont les noms des signaux qui vont entrer à l'intérieur de la RAM pour permettre à la RAM d'être prête pour pouvoir afficher. Il y a beaucoup de problèmes que vous avez sur les ordinateurs qui démarrent mais n'affichent pas. Et le problème est plutôt lié à la communication entre le processeur et la RAM. Et cette communication est manquante. Et on vous dit comment est-ce qu'on peut faire pour résoudre le problème. Donc, voilà un peu quelques éléments au niveau du processeur. Nous allons nous arrêter ici pour cette vidéo. La prochaine vidéo, nous allons continuer toujours à décortiquer cette carte mère de la HP ProBook 440 G1. Nous allons encore explorer d'autres parties, d'autres secteurs. Sachez qu'il y a vraiment beaucoup à dire sur cette carte mère. Il y a beaucoup de secteurs que nous allons explorer. Suivez juste toutes les vidéos que nous allons produire à ce sujet. Vous serez vraiment assez édifiés. Et comme je l'ai dit, pour ceux qui veulent se perfectionner, contactez-nous tout simplement. Nous sommes là à votre disposition pour vous aider à être des professionnels dans le domaine du dépannage électronique de ces cartes mères d'ordinateur. Alors les amis, pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, comme d'habitude,
abonnez-vous, activez la cloche de notification, likez la vidéo, c'est très important pour nous. Nous ne cessons de vous le dire, bien que certains négligent souvent. Nous vous l'avons dit, ça nous encourage lorsque vous likez la vidéo. Ça nous va tout droit au cœur. Donc n'oubliez pas de liker la vidéo. Et on se dit à bientôt pour les prochaines vidéos. La prochaine vidéo portera toujours sur un autre élément de cette carte mère. Alors les amis, portez-vous bien. Ciao, ciao.